Hello, bonjour, shalom, assalamu alaikum, guten tag, good morning, Gadiel Djonyaji, Indi, Oli, c'est pour vous dire que nous allons parler santé aujourd'hui par la voie de santé éducation et Gadiel Djonyaji, un autre ami invité à nos côtés ici qui va nous présenter un produit naturel bio qui peut nous aider à renouveler nos cellules souches et d'autres confrères avec qui nous commenterons l'actualité sociopolitique ce jour. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour, le mercredi 18 décembre 2019. Et c'est à partir de ce jour que les éventuels candidats à l'élection présidentielle 2020 devront passer à la CENI pour chercher les fiches d'inscription. Il n'est pas concerné par les fiches d'inscription à l'élection présidentielle. Son travail, c'est de manipuler les boutons de la console technique au Club de la Presse. Lui, c'est Victor Bekokou Michel Tomega qui vous salue et qui à ses côtés son compère, un peu complice à faire du bien, Géraud Dakoucha. Les autres confrères qui nous rejoignent déjà, mais Gadiel, vous connaissez bien le quartier à Gbalepédoga. Et c'est dans ce quartier que se trouve le collège protestant à Gbalepédo. Et cette émission, nous l'animons en pensant aux directeurs, au corps enseignant, aux surveillants, au personnel administratif, et à tous les élèves de ce collège protestant d'Agbalepédo qui ouvre ses portes depuis la 6e jusqu'en terminale. Ça veut dire que vous envoyez votre enfant avec son CPD et votre enfant vous sort avec son bac. Oui, c'est le relais du collège protestant de Togoin. On sait que Agbalepédo abrite ce collège il y a de cela quelques années déjà et qui est bien animé d'ailleurs. Et cela fait du bien à ces parents qui sont au niveau de la banlieue d'Agbalepédo, de Toti et d'Agoué, qui voudraient bien envoyer leur enfant dans ce prestigieux collège. Donc oui, c'est bien. Merci. Donc au directeur de ce collège, à ses collaborateurs enseignants, personnel administratif, surveillants et surtout aux élèves, nous partageons cette pensée du jour que nous tirons de notre savoir commun. Si tu oses, ton courage grandira. Mais si tu hésites, c'est la peur qui prendra toute la place. Encore une fois, à tous les élèves, non seulement de ce collège, mais de tout le Togo, si tu oses, ton courage grandira. Mais si tu hésites, c'est la peur qui prendra toute la place. Bassi Saka, bonjour. Bonjour Jean-Loup, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour la fidélité doublée de loyauté au Club de la Presse. Et bien entendant que les autres confrères nous rejoignent et que nous ouvrions la page sociopolitique de cette émission, Gadiel, nous ouvrons par la santé. Oui. Et santé par santé, éducation, naturellement. Eh bien, pas plus tard qu'hier, j'écoutais sur une Radio France Internationale, qui relevait que le mois de novembre 2019 est le mois le plus chaud que la planète Terre connaît depuis qu'on a commencé à mesurer les températures. C'est le mois le plus chaud que l'humanité et la Terre ont jamais connu. Et même si nous vivons dans un climat chaud, nous avons eu à expérimenter la chaleur de ce mois de novembre. Gadiel. Tout à fait. On sait que depuis le mois de septembre, c'était la saison des pluies, donc on était plus dans la fraîcheur. Et brusquement, en novembre, la chaleur augmentait. On parle même d'un moment d'une période caniculaire parce que la chaleur est plus grande. Bon, vous savez, la chaleur aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de conséquences.
les experts n'ont pas encore fini de décrire les conséquences du réchauffement climatique. Donc, le mois de novembre très chaud et cela a des effets sur la santé. Merci, notamment la température qui aurait monté d'1 degré avec autres conséquences, notamment sur l'élévation du niveau de la mer, les localités côtières qui sont menacées de disparaître. Mais venons aux effets que cette chaleur-là peut induire sur notre santé. C'est ce que Santé Éducation nous fait aujourd'hui. Et vous écrivez que la chaleur produit des effets sévères chez tout le monde et plus particulièrement chez certaines personnes vulnérables. Exactement. Donc la chaleur touche tout le monde. Dans tout le monde, quand on prend une famille en prototype, tout le monde, le père, la mère, les enfants, tout le monde est sujet à la chaleur. Maintenant, on sait que pendant ces moments, il y a certains cibles qui sont plus vulnérables, notamment les enfants. Les enfants, les personnes âgées, les hypertendus, ceux qui sont en surpoids et qui sont obèses, et puis des gens qui travaillent à ciel ouvert, qui sont aussi sujets à la chaleur, parce que quand vous sentez le soleil de ce moment, c'est un soleil vraiment brûlant. Et quand le soleil est au firmament, ou bien au zénith, comme on le dit, beaucoup de personnes ne veulent mettre le nez dehors parce que le soleil vous touche jusqu'au profond de votre organisme. Donc cela a des effets, c'est pourquoi on a approché un spécialiste qui donne des conseils. D'abord, quand il fait très chaud, il faut boire parce qu'on sue beaucoup. Donc c'est général pour tout le monde, il faut boire. On sait que les personnes âgées ne boivent pas beaucoup, c'est pourquoi il faut les surveiller, leur donner à boire. Surveiller les enfants, les hydrater et puis les surveiller pour qu'ils soient dans un endroit assez rafraîchi. Ceux qui ont des ventilos, bien des climatiseurs à la maison, ils n'ont qu'à en profiter, mais pas trop. Dans un certain nombre de conseils, les travailleurs ceux qui travaillent à ciel ouvert, attention, ils n'ont qu'à se protéger des rayons solaires et puis pour pouvoir. Donc, deux petits conseils qui vont quand même nous aider à éviter les effets de la chaleur. Merci. Les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, les hypertendus, les patients cardiaques, les personnes obèses et ceux qui travaillent à l'air libre, notamment les sportifs. Ce que Santé Éducation nous recommande, c'est boire d'abord beaucoup d'eau et autant que possible nous abriter. Et l'abri naturel, c'est planter un arbre dans sa maison, devant sa maison. On profitera de tant mieux de l'ombre. Tout à fait. Ceux qui ont un arbre, bien des arbres dans leur maison, dans ces temps-ci, ils doivent être les plus heureux. Dans certaines maisons, il n'y a même pas une brindille. C'est la chaleur, elle est là, elle pénètre même dans la chambre. Donc, plantons des arbres chez nous à la maison, c'est important. Merci. Pour la chaleur, nous avons un petit répit avec l'harmattan qui s'invite chez nous. Mais qu'en sera-t-il quand l'harmattan sera reparti, mois de janvier, février et autres? Cet article, on devrait le lire. Autre article qui nous intéresse tous et qui porte sur un aliment de consommation courante, c'est le pain. Je présume que beaucoup de personnes dans ce studio qui nous écoutent, beaucoup ont mangé du pain. Or, depuis quelques temps, depuis le mois de juillet 2019, il y a une polémique qui porte sur l'un des additifs qui entrent dans la fabrication du pain, c'est le bromate. Et Santé Éducation revient aujourd'hui, pain au bromate, attention, danger, écrivez-vous. Attention, danger de mort. Danger de mort carrément. Tout à fait, parce que le pain, comme vous venez de le dire, c'est un aliment prisé. Tout le monde pratiquement mange du pain. Même déjà, ce matin, il y en a qui en ont consommé. Et c'est là le problème, parce que quand on fait une petite enquête au Togo, le pain fabriqué à base, ou bien avec du bromate de potassium existe encore sur le marché. Alors, en juillet 2019, le gouvernement togolais a pris un décret interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation du bromate de potassium à des fins alimentaires. Alors, pourquoi l'État a pris cette décision? C'est parce que après analyse, cette décision ne s'impose pas seulement au Togo. Il y a plusieurs pays en Afrique, dans le monde, qui ont pris cette décision. Cette substance,
bromate de potassium est nuisible à la santé. Il est qualifié de cancérogène, il neutralise le système immunitaire, il fait du tort aux reins. Donc, un certain nombre de bactéries, de problèmes que le bromate de potassium cause à l'organisme. Et il est qualifié d'un tueur silencieux. Ça peut s'étendre sur 10 ans, 20 ans, avant de commencer son effet réel. Alors, nous, à Santé et Éducation, on a vu que depuis la prise de cette décision, la société civile s'est saisie de cette décision du gouvernement et a commencé par sensibiliser les boulangers, ceux qui tiennent les pâtisseries. Mais on a remarqué que dans ce secteur, il y a beaucoup de réticence. Les gens ne continuent pas à faire du pain et d'autres produits à base de farine en mettant l'additif bromate de potassium. C'est très dangereux pour la santé. Alors, le message de Santé et Éducation ce matin, c'est de dire que nous devons faire extrêmement attention. Parce que sur le marché, il y a du pain à base du bromate de potassium qui fait du tort, qui tue l'organisme. Donc, qu'est-ce qui fait que les préparateurs du pain, les boulangers, continuent à contrevenir à la mesure prise par le gouvernement? Alors, cet additif, vous savez, il est, selon les commerçants, il est profitable. Quand on prend un sac de farine de blé et avec une seule boîte du bromate de potassium, cela permet d'avoir plusieurs morceaux de pain. Hein, et c'est rentable. Pareil, que certains commerçants qui le disent que même les consommateurs apprécient cela. Donc, c'est une polémique, mais c'est aussi un problème de santé publique. Et nous, au niveau de Santé et Éducation, on a décidé de tirer sur l'alerte. Il y a beaucoup de pains au Togo qui sont fabriqués avec cet additif-là. C'est nuisible pour la santé, donc c'est le message que nous passons. Et vous demandez que les contrôles soient renforcés autour des boulangeries et vous recommandez également qu'on trouve d'autres alternatives. Hein, et il y a déjà un compatriote qui essaie de trouver autre chose. C'est le jeune Daniel Abrevon qui travaille à faire intervenir le manioc, l'igname made in Togo dans la fabrication du pain. C'est pas de la pub, j'en ai mangé, j'en mange et j'avoue que c'est bon. On en a mangé, c'est bon. Donc c'est de telles initiatives qu'on doit prendre pour commencer par pallier à ce problème de bromate de potassium. Parce qu'aujourd'hui, on encourage le travail des farines fabriquées localement. Donc, que ce soit la farine de maïs, de manioc ou bien d'autres aliments, cela permet de soustraire les consommateurs du danger d'un certain nombre d'additifs comme le bromate de potassium. Merci. Et la boulangerie de notre ami Daniel Abrevon est située à Zanguera, juste à côté du péage. Vous marquez là-bas un petit arrêt, vous prenez du pain et vous continuez votre voyage. Eh bien, nous, Santé Éducation et aussi au plan de la presse, nous parlons souvent de pratiquer des exercices physiques, de faire du sport, notamment à l'endroit des personnes obèses, et nous tous, pour nous prévenir éventuellement de la tension, du diabète et autre chose. Et puis, je découvre ce matin, vous écrivez que, selon une enquête, 4 adolescents sur 5 ne bougent pas assez. Gadiel. C'est très mauvais. Très inquiétant. Très inquiétant. C'est un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui le dit. Nos enfants, nos adolescents ne bougent plus. Et là, il n'y a pas de photo à faire. Quand vous regardez autour de nous, nos enfants, nos adolescents aujourd'hui préfèrent s'asseoir quelque part, regarder la télé ou bien manipuler le portable, voilà, faire autre chose que d'aller faire du sport. Hein. Et c'est très mauvais parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, quand vous voyez, vous sortez, allez un peu vous tenir dans une position d'observateur quand les élèves sortent des classes. Commencez par voir que des enfants sont en surpoids, il y en a qui sont même obèses parce qu'ils évitent beaucoup le sport. Le rapport doit plus les filles, les adolescentes qui évitent le sport pour des arguments. Il y a même des parents qui interviennent à l'école pour dire que ma fille, mon garçon ne va pas faire le sport parce qu'il se sent mal, il ne peut pas le faire. Donc, est-ce que vous voyez donc, aujourd'hui, ces adolescents qui constituent la relève de demain, voilà, sont obèses, sont en surpoids, sont sédentaires, c'est très dangereux pour leur santé, pour la santé de nos pays.
C'est très dangereux. Si l'OMS établit que 4 adolescents sur 5 ne bougent pas assez, c'est très inquiétant. Et à ce jeu-là, les parents sont quelque peu complices. En aimant nos enfants, nous les emmenons nous-mêmes à l'école, à vélo, à moto ou en voiture, ou bien d'autres parents encore paient des motos à leurs enfants. Attention pour ceux qui achètent des motos à leurs enfants. À partir d'avril prochain, le contrôle du permis A, et cela devrait nous intéresser. Abbas Issaka et Joël Kostivigno Ega, bonjour d'abord. Cet article de Santé Éducation citant l'enquête de l'OMS devrait vous intéresser, vous qui êtes parents. Effectivement. Joël, le micro. Effectivement, je crois que l'article de notre confrère félicité, parce que c'est un phénomène qui risque encore même d'augmenter cette fin d'année, où ça devient des folies, où nos jeunes ils sont dans le respect des codes. Et je crois que j'ai une interpellation également à l'endroit des parents, de mieux contrôler encore les jeunes adolescents là, et de travailler justement comme l'État le demande, à ce qu'ils aient le permis. Parce que c'est vrai, le permis ne garantit pas forcément la mise à l'abri des accidents. À cela, au permis, moi j'ajoute l'obligation du port de casque. Il faut même que l'État fasse une campagne de sensibilisation sur ça et renforce encore plus les mesures pour contraindre les gens, non seulement que le conducteur porte le casque, mais que le passager également porte le casque. Donc, on se mettra à l'abri de quelques ennuis d'accidents et autres. Abbas Issaka, c'est bien, hein, surtout nous qui avons beaucoup souffert au village. Nous faisons tout pour faciliter la vie à nos enfants, c'est bien, mais en même temps, nous devrons mettre un peu nos enfants à l'exercice. Qu'ils marchent 3, 4, 5 km pour aller à l'école, ça ne va pas les tuer. Et puis, comme l'enfant apprend pas l'exemple, si les parents pratiquent le sport, les enfants suivront leurs parents. Abbas, je vous parle directement. Oui, directement, je sais de quoi je parle aussi. Parce que nous avons souffert, nous avons marché des kilomètres sur des kilomètres pour accueillir, pour faire l'école. On fait des va-et-vient toute la semaine. Et chaque jour, c'est comme ça, on marche. Mais cette fois-ci, les enfants vous disent, autre temps, autre mœurs, que c'est à votre époque. Parce que moi, j'en ai parlé à mes enfants, j'ai dit, développez-vous, parce qu'un temps, on allait, j'ai montré à mon enfant, voilà, on marchait, on crêpait la colline pour aller à l'école. Il dit que c'est votre temps. Et j'ai dit, mais non, c'est pas notre temps. Il dit qu'aujourd'hui, maintenant, les choses ont changé parce qu'il y a les vélos, les motos pour se faire déplacer. Donc, à notre temps, parce qu'il n'y avait pas de ces moyens de déplacement qu'on se débrouillait pour marcher. Il dit, c'est pas ça. C'est la manière dont nos parents aussi nous avaient éduqués. Et c'est cette manière-là, nous allons nous éduquer. Il dit, non, c'est pas ça. Et puis, le problème du sport, du fait que les enfants restent deviennent sédentaires. Je pense que c'est vrai. Et puis ils sont des fois aidés aussi également par les parents où ils vont jusqu'à dans les hôpitaux obtenir des certificats de dispense de sport pour les enfants. Pour leurs enfants. Alors que ce n'est pas normal. L'enfant est bien portant. Les heures du sport sont conçues pour permettre aux élèves aussi d'avoir une bonne corpulence physique et autres. Mais du moment où vous partez, l'enfant n'est pas malade. Et vous allez même jusqu'à obtenir un document, un certificat de dispense. Et il vient présenter ça au directeur de l'école ou bien au professeur du sport pour dire qu'il est dispensé du sport. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Vous pouvez revoir ça aussi. Merci, revoir ça. Et puis, une anecdote dans les écoles. Vous savez, je suis passé par là. L'enseignant qui va à l'école à pied ou bien sûr une vieille moto, et les élèves qui ont des motos beaucoup plus puissantes, beaucoup plus neuves que l'enseignant, et les parents qui transportent leurs enfants dans leur véhicule et éclaboussent des fois les enseignants en temps de pluie, des situations vraiment fort embarrassantes. Voilà, qu'on ait les moyens, qu'on aime les enfants et qu'on veut les faciliter la vie, c'est bien, mais en même temps, apprendre à l'enfant qu'à des moments, il faut suer un peu, il faut souffrir un peu pour être aguerri. Mais ce n'est pas évident que tout soit facile. Bien, je vous ai annoncé un invité qui va nous parler
Je ne sais pas si c'est un médicament ou bien un complément alimentaire. En tout cas, il est avec nous. Akile Essor Kagnou, bonjour. Bonjour, monsieur Saz. Eh bien, j'ai souhaité votre présence pour nous parler d'un produit que vous présentez comme de la marque Super Life STC 30. De quoi s'agit-il, Akile Essor? Oui, le STC 30, comme vous étiez en train de le dire en introduction, est un complément. Mais nous n'allons pas dire un complément alimentaire, nous l'appelons un complément de santé. Et essentiellement parce qu'il apporte à l'organisme de par sa composition et de par son action. Eh bien, sur la base de quoi est fabriqué le produit ou bien le complément de santé STC 30? Oui, le STC 30 est un complément qui est fabriqué d'abord par les laboratoires Nibel en Suisse, qui sont spécialisés dans la biochimie et technologie. Donc, par le docteur Zuli, il faut le dire parce que c'est un pionnier dans le domaine. Oui, le STC 30, il est fabriqué à base de, comment dirais-je, des cellules souches d'une espèce de pomme très rare, une pomme suisse aussi. Voilà, comme j'ai dit, le produit est suisse, la pomme suisse. Et il est fait donc pour aider notre organisme à sa génération au niveau des cellules souches. Et vous me dites que le STC 30 est un produit bio, fabriqué sur la base de cellules souches. Alors pour le commun des monteurs qui nous écoutent, c'est quoi une cellule souche dans notre organisme? Oui, la question est vraiment la bienvenue. En fait, ce que nous entendons par cellule souche, pour ne pas utiliser des termes très techniques, c'est une cellule qui n'a pas de fonction prédéfinie dans l'organisme. Normalement, toutes les cellules de l'organisme ont une fonction. Quand tu prends les cellules visuelles, elles sont là pour la vision. Quand tu prends les cellules de la peau, il y a des cellules du son, des cellules, comment dirais-je, du foie, du pancréas, de l'estomac. Oui, mais quand on parle des cellules souches, ou quand on parle, ils sont des cellules qui n'ont pas une spécialité. Elles sont là dans l'organisme. Et donc, leur fonction, elles se multiplient pour donc pallier aux déficiences des autres cellules. Si je prends par exemple une cellule du pancréas qui est malade ou qui est dysfonctionnelle, la cellule souche donc peut aller à son remplacement. Voilà un peu pour ne pas m'étaler trop ce que je peux dire par rapport aux cellules souches. Alors par rapport aux cellules souches ou bien à au rôle primordial que jouent ces cellules souches dans notre organisme, quel avantage avons-nous en prenant le complément de santé STC 30? Ok. En fait, comme je suis en train de l'expliquer tantôt, quand on parle des cellules souches, elles sont là et elles sont emmagasinées. Enfin, on en a un peu partout dans le corps humain. Mais il y a une partie du corps humain que nous appelons la moelle osseuse. Et les cellules souches s'y retrouvent. Alors, quand il y a une partie du corps humain, nous disons simplement chez nous qu'un organe bien portant, les cellules d'un organe, lorsqu'elles sont en bon état, toutes fonctionnelles, c'est que l'organe est en bon état. C'est valable pour tous les organes du corps humain. Les yeux, le cerveau, et j'en passe. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de préconiser avec le STC 30? Vous prenez le STC 30, sa fonction première est d'optimiser le taux de cellules souches en vous. Il est démontré qu'un individu normal a besoin d'environ 3 millions à 5 millions de cellules souches en une journée. Voilà. Pourquoi en une journée? Parce que quand tous les jours que Dieu fait, des cellules meurent. Des cellules arrivent en fin de cycle de vie. Des cellules sont endommagées. Des cellules sont dormantes. Et toutes ces cellules, en principe, doivent être remplacées. Voilà. Mais malheureusement, notre consommation, l'air que nous respirons et tout, fait que ce taux baisse considérablement. Du coup, notre organisme est obligé de choisir. Si je possède, par exemple, 2 millions de cellules souches en une journée, alors que j'ai besoin de 5 millions, l'organisme est obligé donc d'aller faire les réparations qui s'imposent ailleurs, alors que normalement il devait s'attaquer à tous les problèmes du corps humain. Mais il va peut-être aller vers le cœur, parce que c'est priorité, il va peut-être aller vers les yeux, ainsi de suite. Et du coup, les autres problèmes qui sont là sont sous-jacents et ne sont pas traités. Donc le STC 30 optimise le nombre de cellules souches dans le corps humain, afin que ces cellules donc puissent aller vers tous les autres organes dans le corps humain et remplacer les cellules qui sont endommagées. Donc le STC 30 optimise les cellules souches. Vous m'avez confié également que ce produit aide à la régénération des lymphocytes tueux dans notre organisme. Oui, j'allais en venir. En fait, quand on prend une pathologie simple, je dis seulement pourquoi avec le cancer. On sait que le cancer, c'est une multiplication anormale, sinon une division anormale de certaines cellules dans le sang, dans le corps. Voilà. Et maintenant, les recherches récentes ont démontré que dans le sang, on a découvert de certaines cellules qu'on appelle les lymphocytes tueuses.
Et leur rôle, il est simple. Elles détruisent à chaque fois qu'il y a des cellules anormales dans le sang ou dans le corps, elles vont et elles les détruisent. Elles les détruisent au fur et à mesure. Maintenant, le cancer vient quand le nombre de lymphocytes tueuses est en deçà du nombre de cellules cancérogènes qui se multiplient plus vite. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Avec le STC30, puisque les lymphocytes tueuses, ce sont avant tout des cellules. Si le taux des cellules est optimisé, elles aussi sont remplacées, elles aussi leur nombre est optimisé de façon à lutter contre tout type de cancer. C'est pourquoi nous disons que le STC30 reste un remède efficace contre des maladies en fait aujourd'hui jugées incurables. Et il y a des preuves. Je vais même profiter déjà de l'occasion pour demander aux gens, ils peuvent aller sur notre site, Super Life World. Ils n'ont qu'à aller, ils verront de puissants témoignages, de merveilleux témoignages. Et ils n'ont qu'à essayer même de voir des gens avec des maladies les plus bizarres qui ont reçu le traitement. Parce que le fonctionnement du produit est simple. Nous allons nous attaquer simplement à la cellule. Parce que quand une cellule est bien portante, l'organisme est bien portant. J'ai même envie de poser une question à nos auditeurs. Quand on est malade et on vous dit que tout commence par la cellule, si une cellule est endommagée, et vous prenez une molécule, quelle qu'elle soit, une cellule qui est endommagée ne saurait en aucun cas, s'ils peuvent me le dire, absorber le principe actif que contiennent une molécule chimique et donc retrouver la guérison. Si vos cellules sont en bon état, vous êtes en santé. Si vos cellules sont malades, vous êtes aussi en danger. Alors si je vous comprends bien, le STC30 optimise les cellules souches et renforce par voie de conséquence l'immunité de notre organisme. Exactement. Et vous m'avez confié également qu'il y a une façon particulière de prendre ce produit, la STC30. Oui, en fait le STC30 c'est une boîte qui contient 15 sachets de poudre. Donc la poudre on doit la mettre sous la langue. Pourquoi sous la langue? Les ganglions sublinguales communiquent directement avec la moelle osseuse. Donc vous mettez ça sous la langue au matin à jeun. Donc une fois que c'est fait, vous laissez pendant un petit moment et vous prenez beaucoup d'eau. Voilà. Donc après ça vous pouvez manger. Après 30 minutes bien sûr vous pouvez manger. Donc c'est un peu ce que vous devez faire tous les matins. C'est la prise. Et une fois que c'est fait, donc le médicament, sinon le complément de santé va agir maintenant au niveau des ganglions, au niveau de la moelle osseuse pour que le taux de cellules souches soit optimisé. Je continue en disant que les maladies, moi j'inviterais nos auditeurs, les maladies comme le cancer, les maladies comme le diabète, les maladies comme l'hypertension, et j'en passe, sont des pathologies aujourd'hui qui nous servent et quand on les a, on est obligé d'être sous traitement à vie. Mais ce que nous disons avec notre produit, allez-y sur le traitement. J'irais même dire, le 3, je vous le disais, je ne sais pas si vous avez oublié, mais notre société, Alta International, a même contracté une assurance qui dit que quelqu'un qui se met sous traitement du STC30 pendant 6 mois et qui suit rigoureusement le traitement qu'il doit le suivre, et à la fin, il s'est prouvé qu'il n'a pas obtenu satisfaction, on va le dédommager. Et le dédommagement va jusqu'à concurrence de 1 million de dollars. Donc ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est vrai, c'est pourquoi j'invite les gens à aller. Nous venons d'arriver à Lomé, c'est vrai, mais s'ils cherchent, s'ils vont en ligne, Super Life Togo, Super Life World, Super Life Côte d'Ivoire, on est juste là depuis 2017 seulement, mais aujourd'hui on est là. Merci, c'est un petit avant-goût que nous partageons avec vous. Votre santé nous tient beaucoup au club de la presse. Ce que nous disons, on peut en savoir davantage sur le site que vous avez évoqué tantôt. Oui, je parle de www.superlifeworld.com. Oui, nous avons aussi le www.superlifetogo.com. Et physiquement ici, on peut vous approcher pour en savoir davantage. Naturellement, nous sommes à Edjeranaoui. Edjeranaoui, dans l'avant, en face de Wades. Edjeranaoui. Donc vous rentrez dans l'avant, il y a l'église sur la Bédé William Tété, nous sommes juste en face de cette église. Merci. Notre santé nous tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi, au fur et à mesure que nous tombons sur des informations de ce genre, nous partageons avec vous, à commencer par nous-mêmes ici à Bassisaka, Joël Kosivigno Ega et Gadiel Chonyadji. Et nous embrayons sans transition sur la page sociopolitique de cette émission. Et le sujet de l'heure, c'est l'élection du président de la République qui va intervenir avec le premier tour du scrutin le 22 février prochain. À ce sujet, la CENI commence assez suffisamment. Et à Bassisaka, je le disais en début d'émission que
d'après l'un des derniers communiqués de la CENI, c'est à partir d'aujourd'hui, 18 décembre, que les éventuels candidats à l'élection présidentielle pourront passer à la CENI pour retirer le formulaire d'inscription. Aujourd'hui, pour le retrait des fiches de remplissage des candidatures dont nous avons... Donc c'est à partir de ce 18 décembre qu'on peut passer à la CENI, retirer les fiches de candidature, mais l'ouverture des dépôts de candidature, ce sera le 27 décembre. C'est à partir du 27 décembre qu'on peut aller déposer formellement les candidatures. Et le délai de clôture pour le dépôt des candidatures, ce sera le 8 janvier prochain. Jouez les gars, votre journal s'y intéresse aussi. La preuve fraternité qui écrit présidentielle 2020, 13 jours plus que déterminant, écrivez-vous. Effectivement, 13 jours plus que déterminant. Nous avons commencé dans tes comptes avec le 27 décembre. C'est le premier jour ouvré pour le dépôt de candidature jusqu'au 8. Et ça nous mène du 27 décembre au 8 janvier 2020. Ça nous fait 13 jours. 13 jours au cours desquels on sera statué, non seulement pour ceux qui seront vraiment candidats, mais surtout sur le sort de celui qui occupe aujourd'hui le fauteuil présidentiel, le chef de l'État, le champion, comme c'est suppos l'appel. Le champion, le candidat naturel, etc. Est-ce que Faure Gnassingbé va acter sa candidature entre le 27 et le 8, enfin d'ici le 8 janvier, parce que cela va déterminer beaucoup de choses dans l'issue que connaîtra ce scrutin. Et comme nous l'avions dit, de mémoire, l'Africain pour ce type de dictature, de succession héréditaire, jamais un régime qui est la posture du régime togolais n'a organisé, dans quel pays que ce soit, n'a organisé d'élections et l'a perdu. Et si Faure Gnassingbé, effectivement, acte sa candidature entre le 27, enfin d'ici le 8 janvier, et ça veut dire que il y a de sérieux doutes à mettre sur la crédibilité du scrutin. Parce qu'on connaît la pratique de ce système-là, on connaît comment il procède, et donc, mais si Faure ne dépose pas sa candidature, parce que beaucoup disent que il a l'intention de déposer, mais nous autres, nous croyons qu'il pourra faire amende honorable, il pourra faire un bon qualitatif pour sortir par la grande porte. Si Faure ne dépose pas sa candidature, ça veut dire que les jeux seront ouverts et que tout ce que nous voyons aujourd'hui peut être retouché. Comment vous l'appelez, les règles du jeu, la CENI, la Cour constitutionnelle, etc. Tout sera retouché. Donc votre décompte, c'est du 27 décembre 2019 au 8 janvier, 13 jours durant lesquels nous serons formellement ceux qui auront déposé leur candidature ou pas. Et au nombre de ces candidatures, beaucoup spéculent sur le cas de Faure Gnassingbé. Je ne voudrais plus revenir sur les nombreuses déclarations des sommités du Parti uni, les rencontres, les forats tenus par les militants de ce parti. On a même assisté à des marches de soutien par-ci, par-là. Mais comme le doyen des militants unir, le professeur Kondi, Charles Agba, l'a dit, il va falloir que l'intéressé se prononce lui-même et que cette décision soit actée par l'investiture que lui conférerait le Parti uni. Abbas Issaka, même si rien ne se dit officiellement, est-ce que vous avez des indiscrétions, c'est-à-dire la voie par laquelle le Parti uni va acter une éventuelle candidature de Faure Gnassingbé? Non, pour le moment, la seule voie, ce serait un congrès d'investiture. Or, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore une date comme ça fixe qui pointe à l'horizon par rapport à la convocation de ce congrès d'investiture. Du moment où les gens se lèvent, les voix se lèvent de partout. Bon, il y a des marches, il y a les cadres de UNIR qui clament, qui veulent que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, rompt le silence pour dire s'il est vraiment candidat ou pas. Et lui, de son côté, il ne dit toujours rien. Pour le moment, la candidature de Faure Gnassingbé dépend de lui-même et en plus dépend du congrès de ces militants unis. Sinon ça tenait que aux militants de unir au congrès, c'est que le
le président Faure Gnassingbé est plébiscité comme leur champion, comme leur candidat. Maintenant, la seule volonté, la seule personne qui peut décider si elle va aller ou pas, c'est le chef de l'État lui-même. Compte tenu de certaines choses, il peut dire, bon, voilà, par rapport à certaines choses, je ne peux pas me présenter. Et même si les militants sont en train de mettre la pression sur lui, actuellement, la seule personne qui décidera d'elle, c'est elle-même. Merci. Donc la parole appartient au concerné lui-même, Faure Gnassingbé. Mais si je reviens sur le communiqué que la CENI a émis le vendredi dernier, il y a une pièce très importante dans les dossiers que les candidats devront produire. Eh bien, tout candidat devra produire un document par lequel son parti ou son groupe de parti l'a investi, ou à défaut une liste de 2000 signatures à raison de 200 signatures dans au moins 10 préfectures. C'est juste cela que je rappelle. Et on verra par quel canal les candidats vont acter leur candidature et quelle pièce l'éventuel candidat du parti UNIR produirait. Mais toujours sur le cas Faure Gnassingbé, il y a le confrère La Dépêche qui écrit ce matin, présidentiel 2020, et si Faure décidait de sortir par la porte. Et le chapeau... oui, et si Faure décidait de sortir par la grande porte, et La Dépêche écrit, en toute sincérité et la main sur la conscience, est-ce que le président Faure Gnassingbé a intérêt à se présenter pour un 4e mandat? La Dépêche dit, nous ne pensons pas. Mais encore une fois, ce sont des spéculations de journalistes. La parole appartient au premier concerné lui-même. Oui, mais des spéculations de journalistes peuvent pousser le concerné lui-même à mûrir, à trouver la grande porte. Parce que déjà, à ce que le doyen Mené Messia a écrit, nous nous adossons également sur la mouture qu'on a donnée à l'article 75 de la nouvelle de la Constitution retouchée le 8 mai dernier. Pourquoi on a trouvé tant nécessaire de doser autant l'article 75 pour accorder des privilèges qu'on n'a jamais vus sur la planète Terre à ce texte président? Ben, on a l'impression que Faure a compris que non, face à l'enjeu, face à la dynamique sous-régionale, il faut qu'il s'éclipse. Et donc, avant que je ne m'éclipse, il faut que on me garantit une retraite dorée. Il a les droits de préséance, même dans les cérémonies. Il a rang presque de chef d'État, même s'il n'est plus chef d'État, etc., etc. On a un peu dans le scénario de Kabila, en RDC, où il est parti, mais bon, il a gardé la main. Et quand nous voyons même la tournure que prend aujourd'hui la privatisation à tout va des sociétés d'État, où bon, on sait un peu qui est derrière. Et moi, je suis optimiste que Faure Gnassingbé, il se dit, je veux me sacrifier, mais s'il faut me sacrifier, il faut que le monde en demain soit assez rassuré. Moi, je suis optimiste, même si les gens sont pessimistes, même si on distribue des billets, des monnaies, son attribution aux gens pour réclamer que Faure soit candidat. C'est l'expression même qu'il y a un malaise au sein de l'Union. On n'est pas sûr si le fils de Yadema jouera encore leur jeu pour les 5 ans à venir. Merci Joël. Vous parliez tantôt de cette série de privatisation d'entreprises publiques. À ce niveau, il y a un autre article du confrère La Dépêche qui écrit à la page 7, les entreprises publiques. Le père avait nationalisé, le fils privatisé. Pourquoi? Vous lirez l'article à la page 7 de La Dépêche et vous saurez ça. Mais pour revenir un peu sur la polémique, Faure Gnassingbé sera-t-il candidat pour l'élection présidentielle 2020? C'est une question qui dépasse nos frontières. Et le débat également en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara va-t-il postuler pour la 3e fois? La Guinée est également dans ce cas-là. Professeur Alpha Condé va-t-il faire changer la constitution pour se porter éventuellement candidat à l'élection présidentielle que ce pays va connaître bientôt? Et c'est dans cette foulée que, d'après ce que nous avons appris, 2 anciens présidents de la sous-région, Jonathan Goodluck du Nigeria et Nicéphore Soglo du Bénin, ont effectué une mission en Guinée pour s'informer un peu autour des élections législatives que la Guinée organise en 2020. Et hier,
Nicéphore Soglo a dit quelque chose sur RFI qui fait vraiment polémique quand l'ancien président du Bénin disait que la génération des dictatures qui ne disent pas leur nom n'est plus d'actualité. Cette petite phrase qui a suscité une émission sur Radio France Internationale ce matin, Abbas, c'est pour dire que la question d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième mandat des présidents en Afrique, c'est un débat qui emballe actuellement. Oui, c'est un débat qui a ouvert, depuis quelque temps, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, où on ne sait pas exactement la position des deux présidents, puisque pour la Guinée, on parle d'un référendum. Et c'est à partir de ça que Nicéphore Soglo a dit que c'est des choses qui ne peuvent pas aller en Afrique actuellement, où des présidents se transforment en petits monarques en se cachant derrière des textes. Donc, vous avez vu le débat que ça a suscité au niveau de ce matin à RFI, où les gens disaient que non, que la Guinée est un pays souverain et que l'ancien président béninois n'avait pas le droit d'indexer directement le Bénin, la Guinée. Je ne sais pas si il a indexé directement la Guinée ou bien c'est l'ensemble des pays africains et il est en train de parler. Mais il a parlé de génération, donc ça veut dire que ces propos dépassent les frontières de la Guinée. Donc c'est toute une génération eux veulent voir au moins dans la nouvelle génération. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez vu que le président ivoirien Alassane Ouattara dit que lui aussi, il peut passer la main si sa génération, les gens de sa génération ne se présentaient pas. Aujourd'hui, à leur niveau aussi, également, il y a un silence total au niveau de Bédié, qui peut-être a l'intention d'aller se présenter. Et au niveau de PDCI, on dit que Gbagbo n'a qu'à revenir pour se repositionner. FPI plutôt, excusez-moi, FPI. Donc le problème se pose si la génération, il faut faire passer la génération, il faut changer la main au niveau de toute l'Afrique, que la nouvelle génération puisse prendre la main. Si les gens disent que si ma génération se présente, moi aussi je vais me présenter, ce qui veut dire que les gens ne sont pas encore clairs, ils ne sont pas prêts encore à quitter le pouvoir. Parce que vous voyez que quand ces genres de choses passent, le pouvoir est comme ou quelque chose qu'on vient s'accrocher, on ne peut pas, il est difficile de se décrocher. Merci. Donc le débat qui est plus que jamais d'actualité. Maintenant, 3 points de suspension, mais venons un peu dans les rangs de l'opposition, notamment la coalition C14 ou le reliquat de cette coalition qui nous a annoncé rechercher un cas de candidat unique. Le mouvement autour de Monseigneur Kodjo s'est joint à la chose. Au fur et à mesure qu'on s'approche des dates, on attend toujours. Et ce matin, c'est le quotidien Togo Matin qui écrit « Candidature unique de l'opposition, Madame Adjamako Johnson s'en remet à Monseigneur Kodjo ». Alors, Joël les gars, est-ce que la candidature unique de l'opposition dans les rangs de l'Eureka de la C14 ou bien autour de Monseigneur Kodjo, est-ce que ce cas de candidature unique de l'opposition est encore d'actualité? Non, ce cas est encore d'actualité parce que c'est en cela que nous disons que les 13 jours de décompte entre le 27 décembre et le 8 janvier 2020 seront très importants et plus seront très, très déterminants pour l'avenir, pour le jeu électoral de 2020 au Togo. Parce que si aujourd'hui on apprend juste que UNIR va changer de candidat et que ce ne sera pas Faure Gnassingbé, vous voyez tout le déclic que ça va créer. Tout le déclic que ça va créer, même dans le camp de ceux qui peinaient hier à dégager un candidat unique, etc. Parce que nous estimons que entre le 27 décembre et le 8 janvier, nous aurons plus de réponses enfin plus pointues, plus assainies à toutes ces interrogations-là que nous trimballons jusqu'ici. Merci. Eh bien, attendons que l'ouverture des débuts de candidature se fasse le 27 avril et surtout à la clôture, le 8 janvier 2020, nous saurons officiellement qui sera présenté candidat à cette élection, soit en indépendant
ou bien candidat d'un parti, ou bien candidat d'un groupe de partis, candidat unique ou multiple, comme disent nos amis anglais. Oui, et il faut dire même que peut-être que les gens peuvent aller en rang séparé jusqu'au 8 janvier. Mais le débat évoluant, les gens peuvent se retirer, donner des consignes pour un autre candidat. Il y a plusieurs formules de candidature. Il y a déjà un candidat indépendant qui s'est annoncé, mais quand on l'écoute, on a plutôt l'impression qu'il plaide pour un autre candidat qui ne sait même pas encore annoncé. Voilà, donc la candidature unique peut émerger même à la veille du scrutin. Eh bien, comme impossible n'est pas togolais, nous serons toujours là pour regarder. Eh bien, quand les candidatures seront déposées à la CENI, ces candidatures seront transmises à la Cour constitutionnelle pour validation. Je rappelle encore une fois que c'est la Cour constitutionnelle qui valide les candidats qui seront définitivement retenus pour l'élection présidentielle et après les résultats provisoires que la CENI aura donné. Il reviendra encore à la Cour constitutionnelle pour proclamer les résultats définitifs. Je rappelle tout ça pour rappeler toute l'importance de la Cour constitutionnelle dans les électoraux dans notre pays et le débat fait rage depuis que au sortir d'une audience qu'il a accordée aux institutions de la République. Le chef de l'État a dit avoir instruit son gouvernement pour recomposer la Cour constitutionnelle et il y a 48 heures, l'Assemblée nationale qui a lancé l'appel à candidature pour les deux places que les députés devront élire pour la Cour constitutionnelle. Et comme l'écrit ce matin le dialogue, recomposition de la Cour constitutionnelle, une question au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est ce qu'on va suivre. La recomposition de la Cour constitutionnelle, il y a le cas du Sénat qui n'existe pas encore, qui devrait envoyer deux personnes à la Cour constitutionnelle. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour cette cour étudier les dossiers de candidature? That's the good question, really. C'est-à-dire que nous avons tout résumé. Qui veut tromper qui dans cette histoire? Alors qui est le premier, qui est le second? Vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. Quand vous voyez la mouture l'article 100 du 8 mai 2019 a donné à la Cour constitutionnelle, le chef de l'État choisit deux, le Parlement choisit deux, ces institutions sont en place, le Sénat choisit deux, le Sénat n'est pas encore là. Or, quand le chef de l'État demande qu'on recompose la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'il va s'empresser de mettre en place le Sénat. Vous lui prêtez une intention. Oui, mais puisque il nomme un tiers des sénateurs, selon l'article, bon, je n'ai plus le souvenir du numéro de l'article portant sur la composition du Sénat. Il nomme un tiers des sénateurs et deux tiers viennent des élus locaux. Bon, les élus locaux sont des municipalités. Ils sont là. Mais de toutes les façons, qu'on soit sûr, ça veut dire que c'est une Cour constitutionnelle qui sera à majorité unie, parce que quand le chef d'État lui-même, non, ça, laisse-moi démontrer. Quand le chef de l'État lui-même va choisir deux, il a un Parlement qui s'accorde, qui va choisir deux. Ce qui va sortir du Sénat, on se demande d'ici le 31 décembre, quand est-ce qu'on va mettre en place le Sénat? Est-il que les deux représentants du Sénat seront répartis entre l'opposition, un opposant et un du pouvoir? Ça veut dire, ça fait déjà 5 postes pour le chef de l'État. Maintenant, les avocats qui n'ont plus la même verve qu'en 90, le peuple ne sait plus s'il faut vraiment compter sur eux. Les avocats vont envoyer un. Les magistrats qui sont des fonctionnaires de l'administration publique qui sont à la solde du pouvoir, ils vont envoyer un. Tout ça là, c'est le pouvoir. Mais le comble, c'est l'article 101. Excusez-moi. Oui, les universitaires, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est eux. Bon, maintenant, mais le comble, même si, au cas où ils surprennent, l'UNIR est très appliqué dans ces exercices. Au cas où ils surprennent, ils savent que bon, moi, ils auront 5. Et même parmi les 5, on donne la latitude. Et ça, c'est une hérésie dans la constitution togolaise, où on donne la latitude à quelqu'un qui participe au jeu de nommer le président de la Cour constitutionnelle. L'article 101 donne pouvoir au chef de l'État de nommer, mais il ne nomme pas même sur proposition.
de ses collègues, mais il voit parmi eux celui dont la tête lui plaît le plus, il le prend, il en fait président de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une constitutionnelle où les gens qui sont dedans sont pires que ceux qu'on a connus aujourd'hui, ou sont autant que ceux qu'on a connus jusqu'ici. Donc en fin de compte, qui trompe qui dans cette histoire? Maintenant, on attendra pour trouver les couleurs de la Cour constitutionnelle. Mais le problème que je pose depuis lundi à Badisaka, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour désigner 9 membres de la Cour constitutionnelle en se conformant scrupuleusement à la Constitution et dans le délai. Pour le moment, on est dans des suppositions, dans des polémiques. Je pense qu'on doit avoir raison. Parce que le problème qui se pose là, le Sénat ne peut pas être composé même avant les élections présidentielles. Parce que pour avoir un Sénat au complet, il faut avoir une élection locale des maires. C'est déjà eu, déjà fait. Il faut maintenant faire aussi les élections régionales. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Donc c'est les deux là, les deux élus locaux et régionaux, qui vont constituer parmi eux qu'on va désigner avec le tiers des sénateurs. On n'a même pas songé à organiser les élections régionales. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut même pas penser. Vous ne voyez pas je ne vois même pas le Sénat avant la proclamation. Parce que c'est tout comme on sait. Si votre cas de figure les deux personnes je pense qu'on va le faire comme l'Assemblée nationale le faisait auparavant. Il y avait pas, on a modifié un article 57 qui a été abrogé aux députés. Donc, le problème, je pense qu'il faut attendre le jour où les élections vont se passer, comment l'Assemblée elle-même va procéder pour désigner quelqu'un. Parce que nous, là, on est en train de faire des supputations que je pense qu'on est en train de semer la polémique dans les esprits des gens. Donc il faut attendre. Autrement dit, nous en sommes encore aux questions, aux préoccupations auxquelles nous n'avons pas encore. Oui, mais ça, ce que je voudrais ajouter, c'est que il faut également partager avec les auditeurs que cette décision n'a pas été prise de gré par le chef de l'État. Il semble, selon nos sources, que c'est la visite de la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines et à la sécurité, Madame Whitney Bright, excusez-moi si je prononce mal le nom, qui aurait activé la présidence togolaise à mettre en place les règles sérieuses de l'organisation du scrutin. Maintenant, le chef d'État a décidé. Et on attend de voir comment, comme vous l'avez dit, la question du Sénat sera réglée, etc. Mais nous sommes face à un régime qui a la recette des alchimies. On va vous sortir une alchimie tout à l'heure où on va nommer rapidement les gens. L'Assemblée nationale va vous mettre devant le fait accompli, etc. Ils vont s'arroger les deux élus que le Sénat va faire, etc. Mais est-il que ça ne sera pas facile? Parce que les Américains les auront. Merci. Donc, des inquiétudes qui continuent à entourer la prochaine élection présidentielle. Et apparemment, ces inquiétudes dépassent nos frontières parce que je lis à la page 3 du conflit Liberté qui est ce matin, scrutin présidentiel 2020 au Togo. Les organisations internationales dénoncent ce qu'elles appellent un processus électoral non démocratique. Liberté nous parle du collectif de solidarité avec les luttes sociales et politiques en Afrique, qui regroupe 7 organisations en Afrique et en France, qui estiment qu'en 2 mois du premier tour de la présidentielle au Togo, le processus électoral est non démocratique. 3 points de suspension de la présidence de la République. Revenons à la base, notamment les localités de l'intérieur, et nous allons prendre un vol spécial pour atterrir dans la commune de la préfecture de Yoto. Cette commune qui a le privilège d'avoir à sa tête Madame la maire, Madame Ayawavi Adjara, bonjour. Dois-je vous appeler Madame le maire ou bien Madame la maire? C'est comme vous voulez. C'est comme je veux. Eh bien, comme le mot se conjugue au féminin, je choisis la mère.
Eh bien, nous avons appris que votre commune Yoto 2 organise des journées portes ouvertes, couplées d'une fois. Eh bien, la commune Yoto 2, voulez-vous nous en présenter les principaux cantons? Merci beaucoup. Effectivement, la commune Yoto 2 est composée de 3 cantons. Premièrement, nous avons le canton de Tchepo en venant de Lomé. Après, il y a le canton d'Arépé. Le canton de notre confrère Amouzouli Amou de le changement. Ensuite, le deuxième canton, c'est Arépé. Arépé, c'est le canton de la maman de Patricia. Et justement, c'est le chef-lieu de la commune de Yoto 2. Et le troisième canton est le canton de Zafi. Zafi, où on célèbre à Catezan, où j'aime aller souvent. Vous êtes très bien informé. Ah oui, je suis fier de Eh bien, pourquoi ces journées portes ouvertes que vous organisez sur votre commune? Oui, les 3 journées portes ouvertes parce que nous nous sommes rendus compte que la population ne maîtrise pas vraiment ce en quoi consistent les services d'une mairie. Et vous sortez juste des élections municipales. Voilà. Justement, durant la période électorale, nous avons eu à les sensibiliser. Même nous nous étions rendus compte que ce n'est pas suffisant. Et surtout qu'avant, nous évoluions en préfecture et il n'y avait qu'une seule, je dirais, commune. Donc la délégation spéciale était à Tablibo, le chef-lieu de la préfecture. Maintenant, il nous revient de sensibiliser la population de ces 3 cantons pour qu'elle comprenne que maintenant, elle aussi a une mairie proche d'elle. Donc, point n'est plus besoin d'aller jusqu'à Tablibo pour se faire les pièces et tout ce qu'il faut, mais elle a sa mairie à elle dans la commune Yoto 2. Donc, voilà pourquoi, entre autres, nous avons voulu donner cet événement pour sensibiliser encore plus et leur faire comprendre tous les services que la mairie peut leur rendre. Alors justement, en attendant de venir à vos 3 jours de journée porte ouverte, les 22, 23 et 24, alors quels sont les services que votre commune offre à ses administrés? Oui, nous avons déjà commencé par établir les pièces d'état civil. Il y a les actes de naissance, les transcriptions. Après, les transcriptions, c'est après les jugements supplétifs. Et la dernière fois, nous avons aussi eu l'honneur de célébrer un mariage. Et tous ces faits sont nouveaux dans la commune, je précise. Donc, en dehors de cela, nous faisons aussi les légalisations pour divers dossiers. Donc, comme toute mairie, nous avons tous ces services que nous rendons à notre population. Donc vous devez ajouter également un certificat de décès. Oui. Nous n'avons pas la culture d'aller réclamer. C'est ça, mais bon, on les amène progressivement à venir retirer, à venir déclarer et puis retirer ces certificats. Et il y a aussi les autorisations pour diverses manifestations, et etc. Et donc, ces 3 jours de porte ouverte, 22, 23 et 24 décembre. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous mettez au menu de ces 3 jours de porte ouverte? Oui, nous nous sommes dit que si nous ouvrons juste les portes de la mairie pour que la population soit plus sensibilisée, pour les amener à venir faire leurs pièces, à venir obtenir toutes les autorisations dont elle a besoin, ça ne nous suffit pas. Parce que nous sommes là pour les aider un tant soit peu à résoudre en quelque sorte leurs problèmes, à développer la commune. Donc en dehors de ces 3 journées de sensibilisation, nous avons pensé aussi à une foire des produits locaux pour valoriser justement ces produits qui sont ces produits qui viennent de la commune, et puis donner de la visibilité aux transformateurs, entre autres, pour leur permettre d'avoir plus de débouchés, pourquoi pas, et puis inviter le reste du pays et de l'extérieur à venir voir ce qui se passe. Eh bien, quand on parle de Yoto 2, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quelles sont nos richesses? Donc, c'est une porte ouverte, entre guillemets, plus sur la commune que sur la mairie elle-même. Merci. Voilà. Et en dehors de cela, en dehors de cela, comme nous sommes aussi à la veille des fêtes de Noël, nous allons finir dans la musique avec le concours du Music Awards.
Alors dites-nous, madame, nos parents de l'intérieur, quelle était leur réaction quand ils ont découvert que c'est vous, une jeune et belle dame, qui est à la tête de la commune Yoto 2? Je dirais qu'ils sont très fiers d'avoir un de leurs enfants tout proche d'eux. Et que je sois femme, ça ne les dérange pas du tout. Merci. Donc, 3 jours de porte ouverte dans la commune Yoto 2 qui comprend les cantons de Tsafi, de Tchekpo et de Arepe. Voilà, c'est notre descente dans le Togo profond aujourd'hui. Et madame, une dernière question. Je lisais dans un journal hier que vos collègues maires de Lomé rencontreraient déjà quelques problèmes pour payer le personnel. Est-ce que c'est un peu le cas chez vous également dans Yoto 2? Bon, je ne dirais pas que c'est exactement le cas, parce que, quoi qu'on dise, le personnel n'a rien à voir dans ce chamboulement. Moi, j'appelle ça chamboulement parce que les communes, la création de ces nouvelles communes, ce sont des faits nouveaux. Donc, ils n'ont pas à en pâtir. Donc, nous, en tout cas chez nous, nous faisons de notre mieux pour que, à la fin du mois, chaque agent soit payé et soit à l'aise. Passez la recette à vos collègues de Lomé également. Comment est-ce que vous faites pour payer vos agents? Peut-être aussi, quand vos collègues vont vous écouter, ils vont en faire de même. D'accord, quand je les rencontrerai. Pas ici, donc ce sera hors micro. Justement. Je comprends votre discrétion et il est midi dépassé. Nous allons nous ouvrir tantôt sur les auditeurs qui pourront entrer en ligne sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Nous avons parlé de questions de santé, avec santé éducation, de ce complément de santé, notamment STC 30, dont nous a parlé notre ami Akile et ça. Et puis, on a fait le tour des questions politiques avec ce que vous savez. Et puis, Madame la maire de Yoto 2 qui est venue ouvrir par anticipation sa commune sur vous. 93.5 Canal FM. Eh bien, c'est parti pour la partie ouverte et inclusive du club de la presse sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. On m'annonce déjà l'ami Gérard Ali. Bonjour. Bonjour, ça. Oui. Comment vous allez? Dieu merci, vous nous suivez. Ok. Bon, je vais intervenir sur 2 points sur le problème des communes et la politique aussi. Concernant les communes, bon, je me demande si l'État veut encore prendre les communes et nommer des maires. Parce que on dit à des maires que voilà, dans votre commune, le marché qui est dans la commune ne vous concerne pas. Sa gestion, ce n'est pas votre affaire. Mais les recettes, où vont-ils trouver les recettes pour payer les agents des communes? Vraiment, on ne comprend plus. Merci, vous allez comprendre pas, Madame Ayawabi Adjara. Votre deuxième question. C'est sur le plan politique, comme l'a dit M. Nicéphore Soglo, il faut qu'effectivement, à partir de cet instant, ces dinosaures de la politique politicienne quittent le pouvoir après 2 mandats et laissent la place aux jeunes. Merci beaucoup. Eh bien, Madame Adjara, dans votre commune Yoto 2, est-ce que vous avez la main sur vos marchés? Comment trouvez-vous les ressources pour payer pour votre fonctionnement? Bon, n'oubliez pas que nous venons de prendre fonction il y a à peine 2 mois. Donc, il y avait une organisation et nous ne pouvons pas du coup tout chambouler. Nous pouvons améliorer, nous avons envie d'améliorer les choses pour que la population soit plus à l'aise, bien sûr. Mais il nous revient de chercher et de veiller sur les recettes. Donc, je n'ai pas bien compris la question que l'intervenant a posée. Mais moi, à mon humble avis, je crois qu'il nous revient aux maires de tout faire pour créer des recettes, bien sûr, tout en veillant sur le bien-être de la population. Et puis, s'il n'y a pas de recettes, comment est-ce qu'on peut faire des dépenses? Avec quoi on va payer les dépenses? Alors, concrètement, les marchés de votre commune, est-ce que c'est vous qui les gérez ou bien c'est le préfet ou bien quelqu'un d'autre? Mais ça revient à la commune. Merci beaucoup. Vous parlez du cas Yoto 2. Oui, Yoto 2. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Et ça, bonjour. Monsieur Maglo. Maglo. Oui, nous suivons.
depuis que le chef de l'État, à l'issue du Conseil des ministres, a demandé que la Cour constitutionnelle soit recomposée, vous faites beaucoup de spéculations, vous faites des calculs, des multiplications, algébriquement et arithmétiquement, mais il y a une chose que vous ne dites pas. Comment le président de la Cour constitutionnelle est désigné? Vous me direz que c'est majoritairement par les membres. Mais c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue. Lorsqu'on sait la façon dont les résultats sont proclamés. Nous connaissons les résultats déjà et il ne s'agit que de proclamer ça. Et quelqu'un est là pour jouer ce rôle. Monsieur Maglo, c'est vous plutôt qui versez dans la spéculation qui ne nous apporte rien de nouveau. Depuis lundi, nous vous présentons tous les contours de la Cour constitutionnelle. Et c'est la loi qui a fixé comment les membres sont désignés et comment le chef de l'État en nomme le président. S'il y a changement à faire, il faut changer la loi avant d'en venir aux commentaires. Alors, oui, monsieur Maglo. Cessez de vous dire des choses. Monsieur Maglo, s'il vous plaît, nous passons à l'auditeur qui attend plutôt en ligne. Bonjour, l'ami. Monsieur Zoukeni, c'est ça? Oui, bonjour, c'est Zoukeni dans l'appareil. Oui, nous écoutons. C'est pour donner une félicitation à Joël Lega pour son développement concernant la candidature de Fort. Et d'ajouter un petit peu que ce cas de fusil n'est possible que lorsque vous êtes soutenu par un certain nombre de personnes qui vous disent pensez, nous sommes là derrière vous et que vous savez concernant que la chose n'est pas bonne. Mais si vous vous rendez compte qu'une fois dans la tombe, vous serez seul, alors il y a possibilité que cela se réalise avec l'assertion de Joël Lega. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est une question qui regarde principalement le concerné Faure Gnassingbé et son parti uni. Nous autres, nous serons là pour constater et le peuple togolais pourra s'exprimer dans les urnes si on le reconduit au cas où il est candidat ou si on le sanctionne. L'auditeur suivant, bonjour. Directeur. Oui, monsieur Papa Siniti. Oui. Hier, je reste toujours attaché à mes questions. Hier, je vous avais posé la question comme quoi si la Cour constitutionnelle pouvait être composée avant la date, avant un an. Bon. Maintenant, celle que je pose, est-ce que les anciens membres de la Cour constitutionnelle, est-ce que certains pourront seront encore repris, ou bien c'est complètement, il faut que les membres de la première Cour constitutionnelle là, soient vidés. Merci. Mais je vous en prie, eh bien, Joël Lega, c'est une question d'importance, mais nous ne pouvons encore une fois que présenter les contours de la chose. Voulez-vous rappeler la composition de la Cour constitutionnelle? Oui, selon l'article 100, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Il y a 2 qui sont désignés par le chef de l'État, 2 par l'Assemblée nationale. 2 élus? Voilà, il y a 2 élus par l'Assemblée nationale et 2 élus également par le Sénat, 1 désigné par les magistrats dans leur rang, 1 par les universités et 1 par les avocats. Dans leur rang. Dans leur rang. Maintenant, la loi précise également. Avec 15 ans d'expérience minimum. Oui, et comme l'Assemblée nationale l'a fait, il y a des conditions pour déposer ces candidatures. Maintenant, quel est le profil des gens que ces différentes institutions envoient à la Cour constitutionnelle? Nous n'avons pas qualité d'apprécier. On constatera qui on a envoyé à la Cour constitutionnelle. Et ça, il y a un des auditeurs qui a parlé tout à l'heure enfin, je crois que c'est celui qui vient de rapprocher, que quand est-ce qu'on aura à mettre ça en place pendant que le temps avance. Je voulais juste rappeler qu'il y a le ministre Bawara qui avait dit, entre-temps, qu'il y aura plus de réformes avant ces élections. Et on se rend compte que son patron vient de le démentir. En attendant les réformes, raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a une pression, qui vient de quelque part. Quand est-ce que la Cour constitutionnelle sera mise en place? Non, je profite. Vous ne savez pas. Merci. Je préfère qu'on passe à l'auditeur Marcel qui attend en ligne. Bonjour Marcel. Bonjour ça. Oui. Bonne émission. Merci. Moi je dirais pour la composition de la Cour constitutionnelle, non? Oui. Oui. Bon, nous, certaines personnes, on ne cesserait pas de dire, d'annoncer l'erreur grave de l'opposition en boycottant les élections législatives. Par exemple, Joël dit maintenant que connaissant l'Assemblée,
Mais l'opposition qui réclamait de reconstituer la Cour constitutionnelle croyait que la Cour là serait recomposée sur quelle base? Vous-même vous dites, vous connaissez ces personnes que vous n'avez pas confiance en eux. Pourtant, c'est eux qui doivent composer la Cour constitutionnelle. C'est à l'Assemblée. C'est le président de la République qui nomme certains, l'Assemblée nomme certains. Maintenant, aujourd'hui, on dit on va recomposer, vous dites la connaissance. Bon, maintenant, ces personnes que vous dites que vous n'avez pas confiance en eux, qui viendra piquer parmi vous pour vous les nommer ou comment? C'est ça, nous, on ne cesse de dénoncer l'erreur grave de boycotter l'élection législative. C'est la conséquence là qui continue de suivre jusqu'à aujourd'hui. Merci l'ami, c'est vrai que nous aimons beaucoup dénoncer, mais nous gagnerions beaucoup plus à prendre acte et à travailler pour l'amélioration des choses. C'est la loi qui détermine les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle sera recomposée. Nous en parlerons quand nous connaîtrons les visages. L'ami abonné en ligne, bonjour. Bonjour, oui. Stas. Allô? Oui, nous suivons. Ah, ok. Le plateau, bonjour. Moi, j'ai des questions à vous. Est-ce qu'il y a vraiment séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire? Parce que sur cette question de recomposition, je pense que l'exécutif a émis un vœu de recomposer la Cour constitutionnelle. Mais en voyant les choses telles qu'elles se présentent, l'indépendance du pouvoir législatif ne peut pas dire à l'exécutif que ce que vous faites est mauvais. Sur le fait qu'on a connu tout récemment avec la tenue de Tandanga, vous avez vu le nombre exact n'a pas pu vu le jour avant que la tenue n'a fonctionné dans l'illégalité et finir son travail dans l'illégalité. On va encore permettre à la recomposition d'une Cour constitutionnelle dans l'illégalité et finir son travail aussi dans l'illégalité. Répondez-moi. Merci. Abbas Issaka, est-ce qu'il y a séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire au Togo? Selon les principes, il y a séparation du pouvoir. Mais dans la pratique, c'est ça qu'il faut voir. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la nomination de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle est un organe judiciaire qui n'est pas totalement judiciaire comme ça, parce que c'est politique quelque part, puisqu'il se prononce, à part les résultats définitifs qu'il donne, il se prononce sur la constitutionnalité des lois. Des lois même. Donc, le problème aujourd'hui, si le principe de la séparation des pouvoirs est reconnu, c'est que c'est dans la pratique qui pose problème. Aujourd'hui, le gouvernement a donné le ton de réorganiser la Cour constitutionnelle parce que les politiques le demandent. Les politiques veulent que cette Cour soit recomposée. Et selon, Joël vient de le dire, il y a eu en quelque sorte des pressions qui sont arrivées de part et d'autre, et le chef de l'État a demandé au gouvernement de donner le temps à l'Assemblée nationale de recomposer la Cour constitutionnelle. C'est ce qui est en train d'être fait. Et ça a commencé par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Chacun répondra s'il y a séparation entre les trois pouvoirs ici au Togo. Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et moi, ce que je voudrais dire, même si Fort ne se présente pas, il va sortir par la grande porte, mais le problème demeure. Si tout le système passe la main, là, on va applaudir le président. Même si Ford ne se présente pas en 2020, il y a un petit problème. Si tout le système cède et passe la main à l'opposition, là, nous tous, on va applaudir. Merci, mais je fais le constat que nous exprimons beaucoup plus nos sentiments et nos souhaits. Nous avons besoin de faits concrets pour avancer. Peut-être que ça viendra de l'ami Kokou en ligne. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Sass. Oui, Kokou. Je salue le et je vous rappelle que nous sommes mercredi, hein? Ouais. Ok. Bon, je salue le plateau et notre invité, le maire de Yoto 2. Madame la maire. Madame la maire. Ah. Est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. En fait, moi je dis, parce que ça se dit aussi ailleurs. Ok. Bon, concernant la candidature de M. Fogna-Koundé, moi je voudrais juste demander, est-ce que tous les tentaments qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que le parti aille au Congrès pour faire sortir son candidat au lieu de... Pourquoi est-ce qu'on demande aujourd'hui à ce que la personne accepte
on est dans un parti, le parti organise quelque chose, et la personne qui l'a choisi. C'est comme si les réformes qu'ils ont fait pour permettre à M. Faure d'être candidat, c'est comme si cette chose-là l'empêche aussi. Comment c'est comme ça? Merci, c'est une question que nous renvoyons aux militants du Parti uni. De la Cour constitutionnelle. Oui. Si comme M. Sack, j'étais suggéré hier d'attendre l'avocat général de n'avoir pas pu se prononcer sur le sujet, étant un homme de droit, lui qui devrait nous situer, il laisse cette... L'ami Kokou, on parlait tantôt de séparation des pouvoirs. Donc, le membre de la Cour suprême avait dit qu'il n'avait pas qualité à s'exprimer sur cette question éminemment politique. Monsieur Sack. Oui. Il est citoyen togolais, il lit la loi. Oui. Il doit nous situer au moins. Si on était à l'école, on nous donne des exercices, on dit compréhension du texte. L'ami Kokou, décidément, nous voulons une chose et son contraire. Nous parlons de séparation du pouvoir et le membre de la Cour suprême n'a pas voulu s'ingérer dans des questions politiques. Oui. Là, ce n'est pas question de s'ingérer. Moi, je demande seulement que des hommes de droit nous situent ces gens de pouvoir. Merci beaucoup. C'est bien noté. Nous prenons le dernier invité aujourd'hui. C'est Thierry ou bien Kwame? Monsieur Kwame, bonjour. Monsieur Kwame, bonjour à vous. Oui. J'aimerais intervenir sur un petit sujet. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais intervenir sur un petit sujet. Vous savez, le Togo, c'est un pays exceptionnel. J'aimerais qu'on fasse comprendre aux gens que la gouvernance, c'est pas, je sais pas, ça a beaucoup de contours, en fait. Donc, quand on essaie d'expliquer... Chade, l'ami Kwame est parti. Merci beaucoup. Alors, une obligation commerciale et nous venons conclure. Merci beaucoup. Une obligation commerciale et nous venons conclure. Eh bien, nous revenons ici pour clôturer l'émission en beauté. Commençons par notre invité d'honneur, Madame Yawavi Adjra, la maire de la commune Yoto 2, chef-lieu Arépé, qui est venue nous parler des journées portes ouvertes les 22, 23 et 24 décembre prochain. Madame Adjra, s'il y a une seule raison pour laquelle les habitants de cette commune doivent venir à cette porte ouverte, quelle est cette raison, madame? C'est de venir découvrir nos richesses, parce que c'est ce que je veux valoriser. C'est ce qui va booster l'économie rurale et va nous permettre de faire tous les travaux nécessaires pour qu'on puisse dire que la commune Yoto 2 se développe réellement. Donc c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les autres aussi à venir découvrir ce dont nous sommes capables. Bien sûr, la mairie est ouverte, ses portes sont ouvertes, mais nous avons des richesses et je dois préciser que la commune Yoto 2 est essentiellement une commune agricole. Donc tous nos produits, tout produit agricole se trouve chez nous. Et bientôt, si tout va bien, pourquoi pas, vous entendrez parler du riz made in Yoto, comme il y a le riz de Kovier. Merci. Beaucoup de richesses dans la commune Yoto de chef-lieu Arépé. L'une des richesses vraiment de mystère, c'est que le jeudi qui annonce la fête Robezan, à Arépé, on appelle une biche qui s'avance vivante. Et on fait des cérémonies pour annoncer au président. Ça veut dire que Yoto 2 a vraiment des richesses. On ira en découvrir un pas lors des journées portes ouvertes. Les 22, 23, 24 décembre prochain. L'ami Kile sort ce complément de santé pour renforcer, pour nous tonifier ce produit qui va nous tonifier pour que notre immunité soit plus renforcée. Vous le recommandez? Oui, naturellement. J'ai envie de dire à nos auditeurs une seule chose. Aujourd'hui, la science a tellement progressé que le mot maladie incurable ou l'expression maladie incurable tend à disparaître. Donc, je vous demanderai d'essayer simplement nos produits, le STC30, quelle que soit la pathologie dont vous souffrez, venez nous voir ou venez à notre siège ou appelez-nous déjà sur le 110 26 09 11. Je réponds 110 26 09 11 et on va vous accompagner. Et je crois que la solution, quelle qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit à trouver, on va essayer de vous l'avoir. Merci. Merci. L'impossible devient de plus en plus possible, n'est-ce pas? Et nous allons clôturer avec les cartons de fin d'émission.
Gadiel Tonyadi, votre carton? Bon, je fais un carton vert dans la foulée de la fête de Noël. Donc, joyeux Noël à tous les Togolais. Merci de nous rappeler que dans une semaine exactement, ce sera la Noël. Je présume qu'on a déjà fait des beaux habits pour les enfants avec le riz et un peu de viande à côté, n'est-ce pas, Bassisaka? Oui, effectivement. Mais pour la fin de ce j'aime pas de carton, je voulais appeler à la prudence des uns et des autres par rapport aux circulations en ville. Diminution des vitesses et puis réduction des vitesses et puis par rapport à le cortège là qui est là, les gens n'ont qu'à savoir comment s'amuser et en même temps, comme c'est certainement le dernier mercredi de notre émission aujourd'hui, je vais profiter, souhaiter un joyeux Noël à tous et une bonne année à tous. Et merci de nous rappeler qu'on ne s'amuse pas avec la bouteille, c'est ça? On ne s'amuse pas avec surtout si on doit prendre le guidon de sa moto, de son vélo, ou bien le volant de sa voiture. Il faut faire beaucoup attention. On ne s'amuse pas avec la bouteille, comme quelqu'un dit, on ne s'amuse pas avec les testicules de son papa. Je remercie Vignon Ega, votre carton? Je ne sais si c'est un carton, mais c'est une observation que je voudrais faire sur le phénomène alcotest. Ça fait marrer sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de concitoyens qui n'ont pas la bourse pour aller dans les hôpitaux officiels, mais qui prennent ce que nous appelons communément Atikedi, et c'est une prescription par le tradithérapeute. Et quand tu prends ton Atikedi pour le matin, avant d'aller, et l'alcotest te prend, qu'est-ce qu'on fait? On paie 10 000 et on te saisit ton engin. Oui, justement, ça y est que tu paies 10 000 pendant que tu es en train de te traiter. Voilà, c'est un paradoxe, ça fait marrer, mais c'est un paradoxe qui est réel. Et il faut que le ministère se penche sur ça. Et je profite pour... oui, mais ça veut dire que nous avons une tradition, une vieille tradition thérapeutique. Alors, oui, c'est pas une excuse. Les traditions, voilà. On les conserve quand elles sont positives, mais quand elles deviennent nocives, il faut avoir le courage de s'en défaire. Mon frère, les articles ont fait leur preuve. Merci. On permet aux gens de tomber en cette... Laissons ça. Merci. C'était juste la page des cartons. C'est fini pour aujourd'hui. Laisse-moi souhaiter bonne fête. Non, le temps est déjà... Vous avez utilisé votre temps. Eh bien, nous vous retrouvons demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut. Et Dieu le voudra certainement. Mais encore une fois, soyons prudents. Célébrons la vie. C'est un trésor vraiment précieux.